Harry Houdini est un illusionniste célèbre du 19e et 20e siècle. De son vrai nom Erik Weisz, il est né à Budapest en 1874. Après que sa famille ait émigré aux États-Unis, il fut élevé à Appleton puis à New York. À l'époque, il avait une vision idéaliste de la magie et il étudia le livre Modern Magic du professeur Hoffman. Il rêvait de devenir un magicien classique comme ses prédécesseurs et emprunta même son nom de scène à l'un d'entre eux, le grand prestidigitateur français Jean-Eugène Robert Houdin. Le jeune Eric commença par se spécialiser dans les tours de cartes et autres tours de passe-passe complexes, mais ce fut malheureusement un échec. Houdini n'était pas fait pour la scène. Dans les années 1890, son jeune frère Théo et lui présentèrent un numéro d'évasion nommé Métamorphosis. Sans le savoir, il venait de lancer un nouveau style, un style qu'il adoptera et que de nombreux illusionnistes adopteront après lui. Le numéro était spectaculaire. Les poings attachés dans le dos, Houdini entrait dans un sac en toile qu'on refermait solidement à l'aide d'une corde. Le sac était ensuite hissé dans une grande malle qui était ensuite refermée, verrouillée et entourée de cordes. Théo, le frère de Harry, tirait alors un rideau devant la malle durant seulement 3 secondes. Une fois le rideau rouvert, Houdini était assis sur la malle, libre de ses chaînes et de ses cordes. Plus fort encore, lorsqu'on rouvrait la malle, on trouvait Théo à la place de Harry, enfermé dans le sac et les poings liés dans le dos. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais ce numéro a complètement influencé la magie moderne. En plus d'avoir apporté un nouveau style d'illusion, il a inspiré un grand nombre de magiciens jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, plus d'1 siècle après, on continue à observer des numéros d'illusion bien particuliers. Le magicien est enfermé dans une boîte, son assistant tire un rideau et quand on rouvre le rideau, le magicien est libre et l'assistant a pris sa place. C'est ainsi que Métamorphosis fut, est et sera repris par les escapologistes du monde entier. Vous devez commencer à comprendre pourquoi Harry Houdini est l'un des plus importants pionniers de la magie. Le nouveau numéro d'Houdini attirait donc l'attention du public. Le jeune magicien s'associa avec une chanteuse et danseuse, Beatrice Rahner, qu'il épousa en 1894, puis se concentra sur les numéros d'évasion, défiant la police et le public de le retenir avec des menottes, des chaînes ou des cordes. Grâce à ce nouveau répertoire, il put sortir des foires ou des musées de curiosités pour se produire dans les théâtres de variété. Lorsqu'il arrivait dans une nouvelle ville, il assurait sa publicité en se faisant parfois enfermer dans un coffre en bois, puis jeté dans la rivière, sous le regard ébahi de milliers de spectateurs curieux qui suivaient son exploit depuis le pont. Il lui arrivait aussi de se rendre au commissariat pour demander à être déshabillé, fouillé et enchaîné dans une cellule. Il s'évadait toujours. Le lendemain, la population apprenait la nouvelle par la presse locale. Un jour, il déclara à des agents publicitaires « J'obtiens plus d'espace publicitaire gratuit que n'importe qui d'autre ». Il était comme un monsieur tout-le-monde, un petit homme qui gardait la tête haute et narguait la planète. Ses affiches proclamaient « Rien ne peut retenir Houdini prisonnier !» Au fil des années, Houdini créa des nouveaux numéros d'évasion toujours plus spectaculaires, dont le plus célèbre, créé en 1913, est la chambre aux tortures. C'était un coffre en bois, haut et étroit, rempli d'eau, dont une cloison était de verre. Les chevilles coincées dans des billots, Houdini était hissé la tête en bas au-dessus de la scène. A noter que le simple fait d'être balancé par les chevilles au-dessus de la scène était déjà dangereux. Suspendu au-dessus du coffre, il prenait plusieurs grandes inspirations puis était plongé dans l'eau et ses billots étaient fixés au couvercle du coffre. Un rideau était tiré, puis l'orchestre jouait une chanson populaire appelée « Asleep in the Deep », littéralement « endormi dans les profondeurs ». Le public commençait à prendre conscience du danger à mesure que les secondes s'écoulaient, et les spectateurs commençaient à croire que quelque chose avait mal tourné. Un assistant lançait un regard inquiet derrière le rideau en tenant une hache pour briser la vitre en cas d'urgence. Au bout de quelques minutes ou d'1 heure selon certaines sources, un mouvement agitait le rideau. Un tonnerre d'applaudissements saluait alors le retour d'Houdini dégoulinant, fatigué mais souriant. Le coffre était toujours si bien fermé qu'il n'y avait aucun moyen de comprendre comment il était sorti. Le numéro de la chambre aux tortures était donc plus qu'une simple évasion, une prouesse. D'ailleurs, l'ami d'Houdini et célèbre auteur de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, était convaincu que le magicien était capable de se dématérialiser pour s'évader et accomplir ses prodiges. Un film hollywoodien de 1953 nommé Le Grand Houdini romance sa vie et le fait mourir piégé dans sa chambre aux tortures. En réalité, il n'en est rien. Il réalisa ce numéro des milliers de fois et avec succès pendant plus de 13 ans.
Toutefois, pour vous donner une idée de la dangerosité de ce numéro, j'ajouterai qu'en 1926, Houdini se brisa un tibia lors de son évasion. Mais Harry était absolument sûr de son numéro et alla même jusqu'à offrir 200 livres à quiconque apporterait une preuve qui montrerait que le caisson pouvait être alimenté en oxygène. Un défi n'ayant rien à voir avec le secret de la chambre torture, mais qui remplissait les théâtres. Houdini mettait en scène ses numéros d'une manière grandiose et théâtrale qui restait gravée dans la mémoire des spectateurs. Alors quand en 1918 on lui demanda de se produire au New York Hippodrome, qui était la plus grande scène aux États-Unis, il accepta et présenta un prodige aux proportions colossales. Il fit entrer un éléphant dans une boîte gigantesque dont les côtés étaient cachés par des rideaux. Il la fit tourner pour montrer chaque côté puis ouvrir les rideaux afin que le public puisse voir l'intérieur. L'éléphant avait disparu. Les médias présentèrent l'éléphant disparu comme la plus grande illusion de l'histoire et Houdini fut rarement cité comme un magicien. Pour le public, il était plus un surhomme, le roi de l'évasion. Houdini eut aussi une expérience au cinéma. En effet, il joua dans des films muets, immortalisant ses évasions. C'était principalement des courts-métrages d'action dans lesquels il s'évadait de prison ou se libérait d'une camisole de force comme dans Grim Game ou dans The Master Mystery. Parmi ses numéros ou prestations les plus célèbres, on retrouve par exemple l'évasion du bidon de lait, dans lequel Houdini se glissait dans un grand bidon rempli d'eau jusqu'à ce que sa tête soit submergée. Ses assistants verrouillaient alors le couvercle et tiraient un rideau. Quelques minutes plus tard, Houdini écartait le rideau dégoulinant. Après sa mort, ce numéro fut repris par son frère Hardin. On retrouve évidemment toutes les fois où il a sauté d'un pont, menotté, attaché, etc. Mais surtout ses évasions de caisses submergées. Lorsque le magicien commença à être concurrencé dans ses sauts menottés, il corsa son numéro et présenta une nouvelle cascade dans le port de New York en 1912. Une caisse en bois était inspectée, puis Houdini y était enfermé, enchaîné par les mains et les pieds. La caisse était ensuite mise à l'eau et coulait à pic grâce à des tubes remplis de plomb. Quelques minutes plus tard, Houdini réapparaissait et la caisse était toujours aussi bien fermée. Ce numéro a inspiré l'évasion du bidon qui est en fait le même numéro adapté à la scène. On retrouve aussi ses évasions de camisole de force suspendues la tête en bas. À partir de 1915, Houdini réalisa ce numéro pour se faire de la publicité. À midi, quand les trottoirs étaient remplis d'employés, il se faisait attacher par les chevilles puis hissé par une corde accrochée à la corniche d'un immeuble, toujours devant un bureau de presse pour être sûr d'être pris en photo. Puis, sous les applaudissements de la foule, il se libérait de sa camisole de force et ouvrait grand les bras en signe de victoire. Avec cet exploit, il était certain de remplir les théâtres les soirs suivants. Harry Houdini a aussi eu une expérience avec le spiritisme. En effet, après la disparition de sa mère en 1913, il s'essaye à cette pratique, croyant à une vie postérieure à la mort à travers laquelle il souhaite communiquer avec les défunts. Malheureusement, il fut déçu par les nombreuses supercheries flagrantes de son époque. Après ces découvertes, Houdini se mit en quête de dévoiler les tricheries de ses soi-disant médiums en entamant une sorte de traque contre les faux spirites. Parmi eux, Mina Crandon, alias Marjorie, est devenue la plus célèbre de son temps, et Houdini a beaucoup cherché à démontrer ses secrets. Pour la mettre à l'épreuve, il a même conçu une boîte anti-trucage, mais lors de la séance durant laquelle Marjorie a été enfermée à l'intérieur, le couvercle de la boîte s'est brisé soudainement dans l'obscurité et Houdini l'a accusé d'avoir triché. Un autre phénomène de Marjorie consistait à placer entre les pieds d'Houdini une petite boîte équipée d'un interrupteur et d'une sonnette. Une fois la pièce plongée dans l'obscurité, la sonnette retentissait. Mais Houdini écrivit plus tard qu'il avait senti le pied de la médium effleurer le sien, cherchant la sonnette. En 1924, le magicien a publié une brochure contenant une grande partie des secrets de Marjorie récoltés durant ses enquêtes sur les faux spirites. Cette non-croyance en les médiums de son époque entraîna d'ailleurs une séparation avec son ami Arthur Conan Doyle, qui était devenu adepte du spiritisme à la suite de nombreux deuils. Je le redis, Houdini n'était pas contre le spiritisme, bien au contraire. Il luttait seulement contre les supercheries des faux spirites. D'ailleurs, après sa mort, sa femme Bess organisa des séances de spiritisme chaque année le jour de son anniversaire de décès pendant 10 ans pour tenter d'entrer en contact avec son défunt mari. Malheureusement, le 31 octobre 1936, ce fut la dernière séance et Houdini ne se manifesta pas. Je vous laisse écouter l'enregistrement effectué à la fin de la séance. I do not believe that ghosts or spirits exist. The Houdini shrine has burned for 10 years. I now reverently turn out the light. It is finished. Good night, Harry. Le personnage d'Harry Houdini est aussi mystérieux que la mort de ce dernier. Dans les années 1920, le magicien avait l'habitude de présenter un numéro plutôt étrange. Il invitait un spectateur à monter sur scène et à lui donner un coup de poing le plus fort possible dans le ventre. Le truc était à la fois simple mais complexe car Houdini s'armait d'une contraction abdominale ardue pour parer ces chocs. Le 22 octobre 1926, au Princess Theatre à Montréal, Houdini est en train de se faire peindre par un jeune artiste quand il reçoit la visite d'un étudiant de l'université McGill nommé Jocelyn Gordon Whitehead.
Ce dernier lui demande s'il était réellement capable d'endurer de tels coups au ventre, ce à quoi le magicien répond comme toujours par l'affirmative. C'est alors que le jeune homme se précipite sur Houdini et le frappe violemment, sans avertissement et à plusieurs reprises au bas-ventre. Dès l'après-midi, le magicien se plaint de douleur et quelques jours plus tard, peu avant une représentation, son médecin lui examine une fièvre à 40 degrés, mais Houdini refuse toutefois d'annuler son spectacle qu'il effectue avec une certaine difficulté. Le 31 octobre 1926, Harry Houdini s'éteint dans sa chambre à l'hôpital de Détroit suite à une rupture de l'appendice ainsi qu'une péritonite. Le monde se questionne encore sur la cause de cette mort car le célèbre magicien souffrait en effet de douleurs au ventre depuis plusieurs mois déjà. Les coups du jeune Jocelyn ont-ils précipité la chute du roi de l'évasion ? On ne le saura jamais. Ce qui est sûr, c'est que l'histoire de cet homme au talent exceptionnel restera à jamais dans l'esprit des magiciens du monde entier. D'ailleurs, de nombreux livres, films, séries, dessins animés, musiques, jeux vidéo et bien d'autres encore lui font référence à l'aide d'un personnage, d'un nom, d'une image, etc. Des musées à Scranton en Pennsylvanie et à Budapest en Hongrie lui sont également dédiés et un verbe anglais a même été créé. Il s'agit du verbe houdinize qui signifie s'échapper, se libérer. Il est aussi représenté par une étoile du Walk of Fame à Hollywood. Quoi qu'il en soit, Harry Houdini restera le maître de l'illusion et comme il le disait, anyone who believes in magic is a fool.